Alors que la 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau semble se diriger vers sa conclusion inéluctable, l'Imperium échappe de peu à la catastrophe. Submergés par les hordes de l'architraître, en apparence innombrables, les défenseurs cadiens frôlent l'anéantissement sur le monde forteresse de Cadia même. Sur Terre, les défenseurs abandonnent une forteresse après l'autre, allant de repli en repli, et vont bientôt être contraints de mener leur dernier carré. Alors que la structure de commandement au sol s'effondre, en orbite, la situation n'est guère meilleure. L'amiral Quarren accuse de nombreuses pertes parmi ses vaisseaux de guerre, et lui aussi commence à envisager le pire. C'est alors que se matérialise, près de Cadia, une flotte de guerre colossale, appartenant à la race Xénos cyborg des Nécrons. Ceux-ci s'en prennent à la flotte du chaos, parmi laquelle figure une des terribles Blackstone Fortress. L'assaut fulgurant force les serviteurs d'Abaddon à battre en retraite. Et alors que les vaisseaux de l'archi-ennemi se dispersent, ces armées au sol, privées de soutien orbital et de renfort, voient leur progression ralentir, puis s'interrompre. D'abord consternées, les armées cadiennes se rallient ensuite, puis portent le combat à l'ennemi, désormais en difficulté. Les casseurs que les Cadiens ont été contraints d'abandonner sont repris les uns après les autres, et les armées du chaos sont complètement éradiquées. Cadia est à nouveau sécurisée, ce qui représente une victoire majeure pour les impériaux. Leurs alliés de circonstance Nécrons disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, et bien que le monde forteresse ne soit plus immédiatement menacé, les rapports indiquent que les séides d'Abaddon ne sont pas retournés dans l'œil de la terreur. Ils ont dispersé leurs navires à travers le secteur cadien, et avec le tueur de planètes et la Blackstone Fortress, ils disposent encore d'effectifs suffisants pour représenter une menace mortelle pour tout le segmentum. Abaddon le Fléau a perdu une bataille, mais il compte bien gagner la guerre pour Cadia, et va, pour ce faire, mettre à exécution un plan encore plus diabolique. Grâce aux efforts de Creed, et à travers ceux de héros dont le nombre est trop important pour en remémorer le nom, l'incursion du chaos ralentit, puis est finalement repoussée. Au lendemain des affrontements, il ne reste qu'un système planétaire au bord de l'effondrement, et des guerriers trop épuisés pour des célébrations. Les défenseurs de Cadia n'ont aucun moyen de contacter les mondes de la bordure extérieure du système, car les relais de communication et les cœurs astropathiques ont été brisés. Ceux parmi les astropathes qui risquent à s'aventurer dans les courants du Warp souffrent de ruptures d'anévrisme ou sont consumés par les entités tapies derrière le voile de la réalité. Tandis que les artificiers s'affairent à restaurer les défenses cadiennes diminuées, et que des batailles sporadiques éclatent contre les envahisseurs toujours présents sur le sol cadien, Creed prend contact avec le restant de la flotte impériale en orbite. Sur sa requête, le peu de vaisseaux encore capables de se mouvoir en autonomie prennent le départ afin de réaliser une reconnaissance des bordures extérieures du système. En leur absence, Creed est de plus en plus convaincu qu'un autre assaut est imminent. Durant tous les mois solaires de combats acharnés, il n'y a eu aucun rapport faisant mention de l'intervention d'Abaddon en personne. L'instinct du seigneur Castellan lui indique que le fléau ne s'abaisserait jamais à réaliser sa conquête de la porte cadienne sans faire l'effort ne serait-ce que de lever sa lame. Le vieux soldat sait qu'il ne peut rien faire pour empêcher Abaddon et sa flotte de se frayer un passage à travers la porte cadienne. Le peu de vaisseaux impériaux encore en orbite autour de Cadia ne sont en réalité guère plus que des épaves, flottant dans le vide sidéral.
La seule exception est la barge de bataille des Space Wolves, Fireman's Fang, dont l'œuvre des prêtres de fer a empêché de peu une surcharge de ses réacteurs. Le vaisseau est en mesure de combattre selon ses spécifications. Les autres, par contre, bien qu'ils soient capables de faire rugir leurs armes si l'ennemi s'aventure à portée de tir, sont malheureusement incapables de le poursuivre dans l'espace profond. De toute manière, Creed doute fortement de la nécessité d'une quelconque poursuite. Cadia est un symbole de la résilience de l'Imperium et des échecs répétés d'Abaddon. La fierté l'empêcherait de contourner Cadia. Bien que cela implique qu'elle périsse dans le processus, les armées de Cadia peuvent remplir une ultime et vitale fonction. Chaque jour solaire, et même chaque heure solaire qu'elles endurent les assauts du fléau, sont autant de temps pendant lequel des renforts peuvent arriver et rejeter les forces d'Abaddon dans le Warp, et cette fois, pour de bon. Sachant cela, Creed concentre son esprit sur l'élaboration d'un défi que le fléau ne pourra pas ignorer. Une seule des forteresses principales de Cadia a survécu à l'invasion du fléau. Casseur Craf se situe à l'extrémité des champs d'Elysion. Il s'agit d'une grande étendue située sur le continent de Cadia Secundus, dominée par les insondables pylônes cadiens. Creed implante son poste de commandement derrière les murs de Casseur Craf et s'attelle à la préparation de la forteresse en prévision d'une bataille qu'il sait inévitable. Sous son regard acéré, les réseaux de tunnels et de cavernes archéologiques sont étendus et préparés pour une ultime guerre de tranchées. Les adeptes du culte Mechanicus travaillent jour et nuit, recyclant des composants des bastions détruits pour insuffler une nouvelle vie aux emplacements d'armes et aux systèmes de défense de Casseur Craf. À travers tout Cadia Secundus, la situation est la même. Les régiments de troupes de choc cadiennes travaillent d'arrache-pied à restaurer les défenses mises à mal par les bombardements et les invasions. Ils n'œuvrent pas seuls. Des compagnies de combat de l'Adeptus Astartes, dangereusement amoindries, parfois réduites à une poignée d'escouades, prennent place à l'intérieur du dispositif défensif, leurs bannières et héraldiques éclatants, contrastant avec les uniformes poussiéreux des Cadiens. Au nord de Casseur Craf, Orven Haifel installe ses frères de bataille dans les ruines de Casseur Yark. Néanmoins, sa grande compagnie de Space Wolves, native de Fenris, n'est que rarement présente entre les murs de la forteresse en ruine, préférant ratisser les plaines emplies de cratères à la recherche de démons en maraude aperçus seulement quelques jours solaires auparavant. Bien qu'affectés par le coût exorbitant de leur récente campagne, les Space Wolves sont déterminés à faire honneur à leur nouveau et leur ancien seigneur loup, le regretté Egil Ironwolf, dont la compagnie portera le nom et les icônes jusqu'à ce que l'affront causé par sa mort puisse être lavé. Plus loin au nord, la 4e compagnie des Dark Angels renforce la superstructure en ruine de leur propre croiseur de combat abattu, le Sword of Defiance, dont suffisamment de pièces d'armement ont survécu au crash pour transformer le vaisseau de guerre abattu en formidable forteresse. Des prières gutturales s'élèvent à travers les lignes bastions brisées au sud de Casseur Craf, chaque syllabe émergeant du sanctum des Black Templars. Même en cet instant, le maréchal Marius Amalrich n'a que peu de foi en la capacité des Cadiens à tenir la ligne et répartit par conséquent les guerriers de sa croisade Cruxis parmi eux pour renforcer leur ardeur. À travers la vallée autour de la forteresse de Creed, l'ordre de Notre-Dame des Martyrs de l'Adepta Sororitas établit sa garnison au sein du sanctuaire tentaculaire de Saint-Maurican. À chaque fois que le vent d'Est se lève, il porte avec lui des rafales d'encens qui se répandent à l'intérieur des murs de Casseur Craf. Creed est ravi de constater la détermination que les fumerolles âcres instillent parmi ses troupes, mais ne ressent que peu de réconfort dans son propre cœur.
Il a depuis longtemps placé sa foi dans le rugissement des bombardements et dans l'esprit guerrier des soldats cadiens. Dans son esprit, il n'y a pas lieu d'espérer des miracles, sauf si l'on est préparé à les forger soi-même. Et c'est précisément ce qu'il compte faire. Durant les jours qui suivent, Creed malmène ses hommes à l'entraînement, les épuisant au point de ne leur laisser aucune énergie disponible pour le doute, ni même la peur. Pour la première fois, les régiments de Cadia massés comprennent la rude tutelle qui a fait du propre régiment de Creed, le 8e Cadien, le formidable instrument de guerre qu'il est. En ce qui le concerne, ces hommes tirent une fierté perverse à voir leurs camarades malmenés par leur commandant. Les vétérans parmi leurs rangs savent précisément pourquoi Creed agit de la sorte, et accueillent même volontiers ces tirades, sachant qu'elles forgeront les autres Cadiens comme elles les ont forgés. Mais les préparations de Creed ne se limitent pas au forgeage de la chair et du sang. Il recycle les restes de la balise du cœur astropathique des ruines de Kazerluten et les installe à Kazerkraf. Les astropathes liés à celle-ci sont morts depuis longtemps, et Creed réquisitionne par conséquent chaque psyker à sa disposition sur Cadia et les intronise au sein de cette balise improvisée. Une faible minorité d'entre eux est composée d'astropathes. La plupart ne sont que des psykers primaris issus de la Scholastica Psychana. Mais Creed fait le pari que leur puissance brute aidera les vrais astropathes parmi eux à franchir la turbulence psychique qui sépare Cadia du reste de l'Imperium et lui apportera les renforts dont il a si désespérément besoin. Sous la supervision du Magos Klarn, le cœur astropathique est assemblé. Creed en personne assiste à sa mise en œuvre. L'unique astropathe du cœur est suspendu à une forêt de câbles et de lignes de données et est relié à une dizaine de capsules, chacune renfermant un psyker, arrangé en 3 cercles concentriques à l'intérieur de la chambre. Le Magos, sur instruction de Creed, débute alors la tentative d'appel à l'aide astropathique. Des vagues de pression psychique se forment, les capsules se tordent et émettent des étincelles, tandis que l'astropathe bascule sa tête en arrière et pousse un hurlement aigu glaçant. Après un instant, le calme revient dans la chambre du cœur, l'astropathe se balançant à ses câbles, sans vie, un fluide noir s'écoulant par ses yeux vides. Klarn indique alors à Creed que le taux de mortalité du cœur est de 92%, mais ne peut lui affirmer si l'appel à l'aide est parvenu à destination. Quelle qu'en soit l'issue, la détermination de Creed reste la même. Cadia se battra et Cadia tiendra. Avant que l'état-major de Creed ne puisse lui faire part de ses craintes concernant l'appel à l'aide psychique et le risque que celui-ci ait l'effet inverse que celui escompté, en attirant davantage de créatures du Warp vers Cadia, un écran auspex s'illumine d'un unique point de contact, qui s'avère être l'unique survivant d'une flotte de reconnaissance, l'informant de son arrivée en orbite autour de Cadia. Il s'agit du Pyrax Orcades, dont le flanc bâbord n'est plus qu'une ruine de métal grêlé. Les 2 tiers de son équipage sont morts, et le reste périra d'empoisonnement radioactif avant la fin du jour. Le seul officier encore debout donnera un rapport confus de ce qu'il a vu, mais les affichages des senseurs du vaisseau mourant ne laissent aucune place au doute. La flotte noire d'Abaddon est en route pour Cadia. Une nuée furieuse de vaisseaux de guerre, de navires démoniaques et de Space Hulk si massifs que ceux-ci éclipsent les étoiles. Pire encore, en son cœur siège la forme massive et malveillante d'une Blackstone Fortress tueuse de monde. Les craintes de Creed s'avèrent fondées. La 13e croisade noire d'Abaddon n'est pas terminée. En réalité, elle vient tout juste de débuter.